Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de votre émission La médecine pour tous. Une émission qui a été conçue pour vous, une émission qui a été conçue pour la santé. Conçue pour vous informer de conscience de la médecine dans le but de vous éloigner de l'ignorance et de promouvoir la santé. Nous avons reçu vos appels et suggestions par rapport à nos dernières émissions. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Cette émission existe pour vous. Continuez de la suivre, vous n'arrêterez pas d'être affermis. Aujourd'hui, je reçois un médecin stagiaire. Il est médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama. Nous allons parler avec lui sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà, une maladie un peu trop courante en République démocratique du Congo, en Afrique, un peu chez les jeunes garçons et chez les vieux papas. Souvent, on entend parler de la prostate. Parfois, on entend parler de la prostate. Bon, les médecins stagiaires vont nous éclaircir sur ces points-là. Il est médecin stagiaire, comme je l'ai dit, que j'accueille et que je salue directement. Bonjour, docteur, médecin stagiaire Yanis. Bonjour Monsieur Mardoché. Comment vous vous portez? Je vais très bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Alors vous êtes médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa? Effectivement. Bon. Docteur Yanis, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici au sein de notre plateau pour pouvoir parler. Comment vous vous sentez d'être ici avec nous? Je suis heureux d'être invité par vous. Je vous remercie beaucoup. Et ça a toujours été pour moi un plaisir d'informer la population sur les maladies qui sont fréquentes dans nos régions ou soit dans le monde entier. Donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors c'est aussi le plaisir, en tout cas le plaisir est partagé. Merci. Maintenant, l'hypertrophie bénigne de la prostate que nous voulons parler, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà à cette population qui nous suivent, leur intérêt par rapport à ces sujets? Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie qui est fréquente. C'est une maladie de la prostate qui est fréquente, mais ici, il s'agit plus de l'apanage des hommes âgés à partir de la cinquantaine. C'est une maladie qui constitue un problème de santé publique de par sa fréquence et de par son coût qui est élevé. Voilà pourquoi nous avons choisi ce sujet, nous avons choisi d'en parler aujourd'hui pour que la population, les téléspectateurs qui nous suivent puissent plutôt avoir des meilleures informations à propos de cette maladie. Ok, d'accord. Quand vous parlez de l'hypertrophie bénigne de la prostate, bon, nous les laïcs, nous sommes à la cité, quand nous entendons la prostate, on dit « Ah ben la prostate ». Parce que ici, vous avez dit que c'est une maladie de la prostate. C'est quoi la prostate? La prostate n'est plus une maladie encore. Alors, contrairement à ce que pense le commun des mortels, la prostate, c'est un organe qu'on retrouve chez l'homme. C'est un organe créé par Dieu qu'on retrouve chez l'homme. Cet organe, il est situé en dessous de la vessie, en avant du rectum et derrière la symphyse pubienne. Alors, cet organe joue un rôle de par ses sécrétions dans la composition du liquide séminal dans lequel baignent les spermatozoïdes pour la composition du sperme. Donc, la prostate n'est pas une maladie, mais la prostate est un organe physiologique, c'est un organe de l'homme. Et hypertrophie bénigne alors? Alors l'hypertrophie bénigne de la prostate, je voulais signaler déjà d'emblée que le terme hypertrophie est employé à tort parce que nous allons voir dans la suite, sur le plan histologique, c'est une hyperplasie. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, il y a une prolifération cellulaire qui est responsable de l'augmentation du volume de la prostate. Donc, en bref, ça signifie que la prostate prend du volume. Ça signifie que la prostate prend du volume et cette augmentation de volume de la prostate a un retentissement sur le bas appareil urinaire et le haut appareil urinaire. Vous avez dit qu'il serait mieux de l'appeler hyperplasie. C'est quoi la différence entre hyperplasie et hypertrophie? Voilà, l'hypertrophie, on parle d'hypertrophie lorsque l'augmentation du volume d'un organe est liée à l'augmentation de la taille de la cellule. Alors que l'hyperplasie, l'augmentation du volume de l'organe est liée à la multiplication des cellules. Donc, c'est une cellule qui se multiplie et qui va entraîner l'augmentation de l'organe. Alors que dans l'hypertrophie, la cellule ne se multiplie pas, mais son volume augmente, sa taille augmente et l'organe, par conséquent, augmente. Voilà pourquoi sur le plan histologique, comme il s'agit d'une hyperplasie, d'une prolifération cellulaire des
des éléments structurels de la prostate, raison pour laquelle on l'appelle hyperplasie bénigne de la prostate. Là, vous avez parlé des hyperplasies, l'hypertrophie, mais vous n'avez pas pu signifier bénigne parce que vous avez dit hyperplasie. Alors, bénigne, ça signifie que c'est une maladie qui est moins grave comparée à une autre maladie que je pourrais appeler maladie jumelle, qui est le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que chez l'homme âgé, la maladie prostatique, l'homme âgé est frappé par deux maladies prostatiques différentes. Vous avez l'hyperplasie bénigne de la prostate et vous avez l'adénocarcinome de la prostate, c'est-à-dire le cancer de la prostate. Ce sont les deux grandes pathologies de la prostate qu'on retrouve chez l'homme âgé à partir de la cinquantaine. Alors, la différence est que il y a la bénignité et la malignité. La malignité, c'est le cancer. La bénignité, ça signifie que c'est une pathologie moins grave, c'est-à-dire une pathologie qui n'envahit pas les tissus voisins, qui ne détruit pas les tissus voisins, une hypertrophie, c'est-à-dire une masse qui est bien délimitée. C'est une masse qui n'envoie pas des cellules cancéreuses filles qu'on appelle des métastases qui peuvent engager le pronostic vital rapidement chez l'homme. Maintenant, par rapport, comment dirais-je, au type de personnes qui peuvent souffrir de cette hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate, on ne les retrouve pas chez les jeunes? Selon les données épidémiologiques, 8% des cas d'hyperplasie bénigne de la prostate ont été diagnostiqués chez les jeunes, à partir de 35 ans, mais c'est vraiment exceptionnel et c'est rare, parce que c'est une pathologie de l'homme vieillissant, c'est lié au vieillissement. Alors, dans 50% des cas, on l'a retrouvé chez les hommes âgés de plus de 50 ans, et dans 80% des cas, on l'a diagnostiqué chez les hommes de plus de 80 ans. Ok, merci pour parler des causes de cette hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, cette hyperplasie bénigne de la prostate n'a pas des causes en tant que telles, mais il existe des théories qui sous-tendent le mécanisme physiopathologique de base de cette hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, parmi ces théories, nous avons la théorie hormonale et la théorie stromale. Dans la théorie hormonale, on implique le plus souvent la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone masculine. Alors, cette testostérone agit sur le tissu prostatique à partir de la puberté jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse. Alors, cette testostérone va agir par son métabolisme actif qui est la dihydrotestostérone grâce à une enzyme qui est la 5-alpha-réductase. Et donc, la testostérone qui sera convertie par la 5-alpha-réductase en dihydrotestostérone va agir sur le tissu prostatique au niveau de son récepteur au niveau nucléaire et ça va entraîner l'expression des gènes codant pour des protéines, de la prolifération cellulaire, d'où on aura une prolifération cellulaire qui va entraîner donc cette hyperplasie bénigne de la prostate. Et la deuxième théorie, c'est la théorie stromale. La théorie stromale, il y a un déséquilibre entre la prolifération cellulaire et l'apoptose. Parce que nous savons bien, lorsque la cellule prolifère, se divise, elle a un temps de vie et après, il y aura apoptose, c'est-à-dire elle va déclencher sa mort cellulaire par suicide. Alors, avec le vieillissement, on aura un déséquilibre entre ces deux phénomènes, mais au dépend de la prolifération cellulaire qui va dominer sur l'apoptose. Raison pour laquelle nous allons toujours aboutir à cette prolifération cellulaire. Alors, à part ces deux théories, il y a des facteurs favorisants, bien qu'ils n'ont pas prouvé leur lien, mais on en cite quand même, tels que l'activité sexuelle, la consommation excessive de l'alcool, la consommation excessive du tabac, la sédentarité, l'obésité et même aussi l'hérédité qui est aussi incriminée. En dehors des théories que vous venez de citer, qui est plus bénéfique aux étudiants en médecine et aux personnes de santé, ça il faut l'avouer. Bon, pour nous les laïcs, je vois vous avez cité l'alcool, la sexualité qui peut entraîner à la longue
cette maladie, l'hypertrophie bénigne de la prostate? Ces facteurs, normalement, il n'existe aucun facteur favorisant prouvé jusqu'aujourd'hui. Mais on a identifié, on a remarqué chez les personnes souffrant de cette pathologie certains facteurs favorisants, c'est-à-dire certaines habitudes excessives qui ont permis d'essayer de mener des études pour savoir s'il y a un lien entre ces facteurs favorisants et la pathologie. Alors parmi ces facteurs, je vais citer l'alcool, parce que nous savons très bien que l'alcool et le tabac, ce sont des grands facteurs des pathologies tumorales. Parce qu'on voit dans des tumeurs, que ce soit des tumeurs du côlon, que ce soit des tumeurs, tumeurs pulmonaires, des cancers pulmonaires et tout, on incrimine toujours ces deux facteurs. L'obésité, la sédentarité et l'activité sexuelle. Alors, le commun des mortels pense souvent qu'une activité sexuelle accrue pourrait favoriser à la longue une hyperplasie bénigne de la prostate. Voilà pourquoi j'ai dit que ce lien n'a pas encore été prouvé. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué des gens qui n'avaient pas une activité sexuelle accrue développer cette maladie, alors que d'autres qui avaient une activité sexuelle accrue ne développaient pas. Bien qu'on peut avoir une hyperplasie bénigne de la prostate infraclinique. Parce que là, il faudrait parler de la sexualité. Dernièrement, je suivais à la radio un médecin, je ne sais plus s'il était sur le point de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou s'il était sur le cancer de la prostate, mais il a dit que pour éviter, pour prévoir ces maladies de la prostate, quand il parlait de la sexualité, il dit au moins il faut faire le sexe au moins 21 fois par mois. Et que vous, dans votre domaine, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça par rapport à la sexualité régulière et l'hypertrophie bénigne de la prostate? Parce que lui dit 21 fois par mois. Par rapport à son avis, c'est son avis, vous savez que la science évolue. Nous continuons toujours à mener des études. Ce sont des scientifiques, nos aînés, qui ont fait cette étude. Alors, d'emblée, je ne pourrais pas contredire. Alors, mais je trouve que c'est une théorie qui est un tout petit peu controversée, dans le sens où je réfléchis, sur la testostérone. Par rapport à la théorie hormonale, je réfléchis sur la testostérone. Nous savons très bien que la testostérone est l'hormone masculine qui est responsable de la libido. Alors, chez des hommes qui ont un taux de testostérone élevé, ils peuvent avoir aussi une libido élevée et donc une activité sexuelle accrue. D'accord? Une activité sexuelle accrue. Et cette testostérone peut influencer sur le tissu prostatique. Donc, il y a une controverse par rapport à cette théorie. Oui. Donc, peut-être qu'ils étaient en train de parler du cancer, du cancer, moi je ne sais pas trop aussi. Oui. Mais docteur, lorsque nous sommes nous à la cité, non, nous sommes devant, comme vous avez dit que c'est une maladie qu'on remarque plus chez les personnes âgées. Donc je suis devant mon grand-père, de 80 ans ou 75 ans. Comment savoir, il me réclame qu'il a des douleurs au niveau sexuel et tout. Comment savoir qu'il a dès la maison qu'il est en train de faire, présenter cette maladie hypertrophie bénigne de la prostate? Quels sont donc les symptômes à remarquer? Les symptômes de cette maladie, de l'hyperplasie bénigne de la prostate, on les regroupe en symptômes du bas appareil urinaire qu'on appelle les SBO, autrement appelés des TUBA, troubles urinaires du bas appareil. Alors ces troubles sont répartis en deux groupes. Vous avez les symptômes obstructifs et les symptômes irritatifs. Pourquoi les symptômes obstructifs? Et d'ailleurs, je pourrais dire que ce sont les symptômes obstructifs qui dominent le tableau. Ce sont les symptômes obstructifs qui viennent au premier plan. Pourquoi? Parce que l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'hyperplasie bénigne de la prostate qui entraîne une augmentation du volume de la prostate, elle se développe généralement le plus souvent dans la zone de transition et la zone périurétrale.
la zone périurétrale qui a été délimitée par McNeil dans l'anatomie zonale de la prostate. Alors, c'est une zone qui est située tout près de l'urètre et lorsqu'il y a augmentation du volume de la prostate, lorsqu'il y a cette hyperplasie qui va entraîner des nodules, ces nodules vont comprimer l'urètre et vont entraîner donc une obstruction. Ils vont entraîner une obstruction, c'est un obstacle à l'écoulement des urines. Et donc là, le patient va manifester un syndrome obstructif qui est fait d'une dysurie, c'est-à-dire une difficulté de vider sa vessie. Et cette dysurie peut se présenter sous plusieurs formes. C'est un patient qui peut présenter un jet urinaire faible, c'est un patient qui peut présenter un effort abdominal, une poussée abdominale avant d'uriner. Et à part la dysurie qui est un symptôme obstructif, nous avons des symptômes irritatifs. Parmi les symptômes irritatifs, nous avons la polacurie. La polacurie, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence d'uriner, différent avec la polyurie qui est l'augmentation de la diurèse pendant toute une journée. Dans la polacurie, c'est-à-dire le malade, le patient il va uriner fréquemment, à tout bout de champ, alors que dans la polyurie, c'est le volume d'urine qui est trop élevé. Alors ce signe de polacurie, c'est un signe irritatif. C'est un signe irritatif, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a obstruction, les urines stagnent dans la vessie, ça va entraîner une pullulation des germes et ça va entraîner une inflammation de la muqueuse vésicale. Ce qui signifie qu'au moment du remplissage de la vessie, dès qu'une goutte qui tombe des urétères, qui tombe dans la vessie, va irriter la vessie et va pousser cette vessie à se vider. Et donc on aura une polacurie. À part la polacurie, nous aurons l'urgenturie. L'urgenturie, c'est-à-dire une miction urgente, voire même une miction impérieuse, c'est-à-dire le patient n'arrive pas à retenir le besoin d'uriner. Donc, en gros, nous avons les symptômes obstructifs, vous avez la dysurie. Cette dysurie peut même entraîner une complication fréquente. C'est souvent cette complication qui va pousser le malade à consulter. C'est la rétention aiguë des urines à cause de l'obstacle. Et nous avons aussi des symptômes irritatifs tels que la polacurie, l'urgenturie, les mictions impérieuses. Donc, si nous essayons de comprendre, je suis à la maison, si mon grand-père, genre, il urine un peu, genre régulièrement, un peu beaucoup en une journée, c'est ce que vous avez dit, c'est ça la polacurie, non? Oui. Ouais, s'il urine un peu comme ça, je dois un peu me mettre en tête qu'il suspecter l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et alors, en cas de douleur, je ne sais pas comment va se présenter alors les douleurs pour une personne qui présente. Alors, là, c'est par rapport à la rétention aiguë des urines. On doit spécifier ce tableau clinique parce qu'il est fréquent et d'ailleurs, c'est une urgence. C'est une urgence. Donc, vous avez une rétention aiguë des urines, c'est-à-dire le patient a une envie pressante d'uriner, mais il n'urine pas. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a une obstruction, donc c'est bloqué. C'est bloqué. La prostate est directement sous la vessie. Et donc lorsqu'il y a ces nodules liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate qui compriment l'urètre, il y aura un obstacle. Alors, le malade va présenter, vous allez voir au niveau de la région hypogastrique, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre, comme on appelle communément, vous allez objectiver une voussure au niveau de c'est-à-dire une masse. Okay. Une masse, quelque chose qui est tuméfié, une masse globuleuse au niveau de cette région. Et lorsque vous touchez à cette région, le malade a mal. Le malade a mal. Et en dehors de cette masse, cette masse est associée à une douleur, une envie douloureuse d'uriner. Le patient va vous dire qu'il a envie d'uriner, mais il n'arrive pas à uriner. Alors c'est une situation très urgente. Il faut, dans la conduite à tenir, drainer les urines en urgence. Le docteur, l'hypertrophie bénigne de la prostate et la sexualité. Si quelqu'un présente l'hypertrophie bénigne de la prostate, il n'aura pas de problème au niveau dans ses relations sexuelles. Par rapport à cette question,
L'hypertrophie bénigne de la prostate peut s'associer à des troubles sexuels. Des troubles sexuels aussi. On peut avoir des troubles sexuels. Par exemple, la dysfonction érectile on peut avoir un problème de dysfonction érectile, on peut avoir des problèmes de troubles d'éjaculation et tout. Ça peut arriver. Ces problèmes peuvent être liés à la psychologie du malade. La psychologie du malade dans la grande majorité des cas. Le patient qui a son problème d'hypertrophie bénigne de la prostate, qui peut avoir peur et il peut avoir ces problèmes de dysfonction érectile. Et les problèmes éjaculatoires aussi peuvent survenir parce que la prostate, en dessous de la prostate, nous avons le verum montanum qui joue un grand rôle dans l'éjaculation. Alors si la prostate est malade, dans le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate, on peut avoir des troubles éjaculatoires aussi, surtout si c'est une hypertrophie de la prostate ou soit adénome de la prostate qui s'est inflammée, qu'on appelle adénomite, qui peut entraîner des troubles éjaculatoires tels qu'une éjaculation précoce et tout. Maintenant, docteur, s'il faudrait aller du point de vue traitement préventif, parce que là vous avez dit que c'est une maladie liée à l'âge, donc ça vient avec le temps. Mais de façon normale, quand on est jeune comme ça, il n'existe pas de moyens où je peux me dire voilà, je dois faire ça pour m'éviter de faire cette maladie à la longue. Alors, par rapport à cette question, je voudrais dire que c'est vrai, c'est une maladie et comme on le dit toujours, il y a un dicton qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Il existe des préventions primaires, des préventions secondaires et des préventions tertiaires. Alors pour cette maladie, je dirais que la prévention est plus secondaire. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une maladie liée au vieillissement. Au vieillissement. Personne ne va dire qu'il faut prévenir le vieillissement. Non. Le vieillissement, nous tous, nous sommes nés, nous avons été nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents, adultes et nous allons vieillir. Donc nous n'allons pas prévenir le vieillissement. Par contre, il faut faire une prévention secondaire, c'est-à-dire lorsque la maladie s'est déjà développée parce qu'elle est liée au vieillissement, il faut éviter, prévenir les complications qui peuvent être graves. Alors là, nous tombons vraiment sur un très grand point par rapport aux complications qui peuvent être graves. Déjà, vous pouvez nous énumérer les grandes complications de cette maladie, l'hyperplasie bénigne de la prostate. Comme ça, ensuite, nous allons parler de comment prévenir ces complications. Alors, l'hyperplasie bénigne de la prostate entraîne des complications qui peuvent être aiguës ou des complications qui peuvent être chroniques. Parmi les complications aiguës, nous avons la complication dont nous venons de parler il n'y a pas longtemps, la rétention aiguë des urines. Il faut attirer une attention sur ça. C'est l'une des complications fréquentes. Nous avons les infections urogénitales. Pourquoi? Parce qu'il y a obstruction, il y a stagnation des urines. Et donc il y aura pullulation des germes. Cela peut entraîner une prostatite, ça peut entraîner une orchiépididymite, ça peut entraîner une pyélonéphrite. D'accord? Nous avons aussi une hématurie. Hématurie, c'est-à-dire l'apparition du sang dans les urines. Pourquoi? Parce que l'obstacle, la prostate qui est augmentée de volume, qui fait obstacle sur l'urètre, il y aura une dilatation variqueuse des veines au niveau de la paroi vésicale. Et ces veines, avec la pression, peuvent se rompre et déverser du sang dans la vessie. Et on peut avoir une hématurie. Mais attention sur ce point, par rapport à cette complication, dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, cette complication est un peu exceptionnelle. Si cette complication survient, il ne faut pas directement imputer à l'hyperplasie bénigne de la prostate la responsabilité de cette hématurie. Il faut exclure d'autres diagnostics qui peuvent être plus graves, tels que le cancer de la vessie. Et ensuite, nous avons l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Les urines vont stagner dans la vessie, ils vont stagner dans les urétères, ils vont entraîner une retention au niveau des urétères et au niveau des cavités pyélo-calicielles, et ça va entraîner une insuffisance rénale obstructive, une insuffisance rénale aiguë obstructive.
Ça, c'est dans les complications aiguës. Dans les complications chroniques, nous avons la rétention chronique des urines. C'est-à-dire, nous avons une rétention aiguë. Au moment de la rétention aiguë, le muscle de la vessie, qu'on appelle le détrusor, ce muscle se contracte encore pour lutter contre l'obstacle. Mais il arrivera à un certain moment où la vessie sera distendue par le contenu vésical, par les urines. Et à un moment, on va atteindre le stade de trop plein. Et à ce stade de trop plein, le patient va commencer à émettre des urines involontairement. Donc, on aura une incontinence qu'on appelle une incontinence par regorgement ou miction par regorgement, qui est liée au trop plein. Ça, c'est par rapport à la rétention chronique des urines. Une autre complication chronique, c'est la lithiase urinaire. Pourquoi? Parce que la stagnation des urines va entraîner une précipitation des cristaux d'urate qui va entraîner des calculs. Ce sont des petites concrétions, c'est un peu comme des cailloux qui vont se former dans la vessie. À part la lithiase urinaire, vous avez aussi l'insuffisance rénale chronique obstructive. Elle est donc liée à l'insuffisance, c'est en fait la complication de l'insuffisance rénale obstructive aiguë. C'est-à-dire, si l'obstacle persiste, on aura une insuffisance rénale chronique obstructive. Et vous avez aussi une autre complication qui est l'hernie de laine. L'hernie de laine, la hernie de laine. Okay. Vous avez la hernie de laine. D'accord? La hernie de laine, pourquoi? Parce que le patient qui a une obstruction, d'accord? Le patient qui a une obstruction, il va avoir l'habitude de pousser, d'exercer une poussée abdominale, d'accord? Une poussée abdominale pour uriner. Et cette poussée abdominale peut entraîner la protrusion ou soit l'issue de certains viscères abdominaux tels que le côlon ou les intestins grêles au niveau des zones de faiblesse de la paroi abdominale telles que le canal inguinal. Donc, lorsque vous avez un patient qui vous vient avec une masse au niveau de la région inguinale, par exemple, c'est-à-dire un patient qui a une hernie au niveau de la région de l'aine, chez un patient âgé, il faut faire le toucher rectal pour rechercher une hyperplasie bénigne de la prostate. Pourquoi? Parce que dans les complications chroniques, on peut avoir cette complication de la hernie de l'aine, la hernie inguinale. Ok. Donc nous comprenons vraiment qu'avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a vraiment tout plein de maladies qui viendront après. Mais sur ce point-là, le vieillissement n'est pas si facile que ça. Mais docteur, quand vous avez parlé au départ, avant de parler des complications, vous avez parlé de la prévention de complications. Comment on peut prévenir toutes ces complications? Parce que là, dans ma tête, je ne vois vraiment aucun moyen possible pour prévenir toutes ces complications. Alors, pour prévenir toutes ces complications, il faut traiter cette maladie. Pourquoi? Parce que ce qui entraîne toutes ces complications, c'est l'obstruction. C'est le point de départ. C'est l'obstruction qui entraîne toutes ces complications. Alors, pour éviter ces complications, éviter d'arriver jusqu'à ce stade, surtout le stade de l'insuffisance rénale aiguë qui engage le pronostic vital, alors il faut traiter l'obstruction. Et donc là, il y a plusieurs traitements et le traitement va dépendre de plusieurs facteurs. Donc c'est un peu ça. Bien. Et voilà, docteur, comme vous avez parlé de traiter l'obstruction. Voilà, c'est plus en médecine, parce que vous avez dit que pour prévoir la meilleure médecine, c'est la prévention. Donc à la maison, il n'y a aucun moyen pour pouvoir un peu prévenir cette hypertrophie bénigne. Prévenir cette hypertrophie bénigne de la prostate à la maison, je dirais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai cité des facteurs favorisants qui étaient incriminés, bien qu'on n'avait pas prouvé le lien entre ces facteurs et l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, s'il faut prévenir de manière primaire, bien que c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est une pathologie qui est liée au vieillissement, ici il faudrait agir sur les facteurs favorisants qui ont été énumérés. Donc il faut avoir une hygiène de vie saine, une alimentation saine,
il faut éviter l'obésité, la sédentarité, il faut éviter la consommation excessive en alcool et en tabac. Mais si la pathologie arrive, là, on passe à la prévention secondaire, c'est-à-dire on prévient les complications en luttant contre cette obstruction-là pour faciliter l'évacuation des urines. D'accord, merci beaucoup. Comme déjà nous sommes en train de chuter, mais avant il y a une question qui m'est venue un peu en tête. Quand vous avez parlé de la sexualité, au tout début, là quand vous avez parlé de la sexualité, vous avez dit que la maladie vient par rapport à la... Vous avez incrimé la testostérone, l'hormone. Donc, si une personne, durant sa jeunesse ou sa vie, il n'a pas eu à faire beaucoup de relations sexuelles, il peut pas, de façon exceptionnelle, ne pas présenter cette maladie. Je dirais que on peut pas le prouver parce qu'il y a plusieurs facteurs intriqués. Et ici, on peut incriminer l'hérédité. Ici, on peut incriminer l'hérédité qui entre aussi en jeu. L'hérédité qui entre aussi en jeu. Tout le monde a, tout homme, la majorité, je ne peux pas dire tout homme, la majorité présente, ou soit la majorité a la testostérone comme hormone masculine. Donc, comme nous avons parlé de la théorie hormonale, c'est-à-dire un homme qui a de la testostérone, c'est déjà un grand facteur de risque pour développer cette maladie associée au vieillissement. Voilà, d'accord? Associée au vieillissement. D'accord? Donc c'est un peu ça. Mais par rapport à la testostérone, je voulais dire, chez des gens qui ont par exemple une agénésie testiculaire, ou soit chez les gens chez qui on a enlevé les testicules, d'accord? On a fait une ablation testiculaire, ces gens ne développent pas l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc vous comprenez que le rôle de la testostérone est vraiment impliqué parce qu'au niveau des testicules, vous avez les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone. Donc si un patient a une agénésie testiculaire, ou soit on a enlevé des testicules, ou soit il a perdu des testicules par traumatisme, il ne va pas développer l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc c'est un peu ça. Mais là, docteur, vous à l'hôpital, lorsque vous avez un patient qui vient et qui est en train de présenter cette maladie hyperplasie bénigne de la prostate, comment vous faites pour savoir déjà et poser votre diagnostic, connaître que voilà, cette personne est en train de présenter cette maladie? Parce qu'il faut souligner les personnes qui nous suivent, on a des étudiants en médecine qui nous suivent et aussi des personnels de santé. D'accord, merci. Donc, comme je l'avais dit au départ, c'est un patient qui va venir avec des symptômes du bas appareil urinaire, qu'ils soient obstructifs ou soit irritatifs. Alors, par rapport à ces signes du bas appareil urinaire, il faut savoir que ces signes peuvent être rencontrés dans plusieurs pathologies et non seulement dans l'hyperplasie bénigne de la prostate. Ce qui va nous amener à faire même le diagnostic différentiel de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, pour faire le diagnostic différentiel de l'hyperplasie bénigne de la prostate, vous avez les diagnostics différentiels en rapport avec les signes obstructifs et les signes irritatifs. Par exemple, en rapport avec les signes obstructifs, vous avez la prostatite, qui est une maladie fréquente chez les jeunes, maladie de la prostate qui est fréquente chez les jeunes. Il s'agit de l'inflammation de la prostate qui peut être aiguë ou chronique. Vous avez le cancer de la prostate qui peut entraîner aussi cette obstruction, bien que l'obstruction survient lorsque le stade est avancé. Vous avez la sténose urétrale, la sténose de l'urètre, qui peut entraîner aussi ce problème d'obstruction. Et vous avez aussi la vessie neurogène. La vessie neurogène, par exemple chez des diabétiques qui arrivent à un stade de neuropathie diabétique, c'est-à-dire vous pouvez avoir un patient, un homme, bien qu'il est âgé, mais qui vient avec une obstruction, une rétention des urines. Alors, vous n'allez pas directement imputer à l'hypertrophie bénigne de la prostate, et il faut chercher à faire le diagnostic différentiel par rapport aux signes obstructifs, en orientant votre interrogatoire et votre examen physique. Par rapport aux signes irritatifs, vous avez les infections urinaires qui peuvent entraîner des pollacuries, vous avez les tumeurs vésicales qui peuvent entraîner des pollacuries, vous avez aussi des lithiases qui peuvent entraîner des pollacuries. Alors, à l'hôpital, lorsque je suis en face d'un homme âgé de plus de 50 ans
qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire, l'examen physique très important que je dois faire, c'est le toucher rectal. C'est un examen physique déterminant dans le diagnostic de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, au toucher rectal, je vais examiner le sphincter anal, toujours dans le cadre de diagnostic différentiel, parce qu'on peut avoir une hypertonicité ou soit un sphincter lâche qui peut faire référence à une vessie neurogène, à un trouble neurologique plutôt. Au niveau de la prostate, en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a des caractéristiques. On aura une prostate augmentée de volume, d'accord, une prostate augmentée de volume, de surface régulière, avec une consistance ferme et généralement non douloureuse. Non douloureuse, mais attention, on peut avoir une douleur. Et dans le cas, il s'agit d'une adénomite, c'est-à-dire d'une inflammation de l'adénome, de cet adénome prostatique. Et si, au toucher rectal, vous palpez une masse qui a une consistance dure, parfois saignant au contact, alors là, il faut incriminer le cancer de la prostate et chercher à faire une biopsie avec un examen anatomopathologique. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ceci a été bénéfique pour les étudiants en médecine et personnels de santé qui nous suivent. Et comme nous sommes déjà en train de chuter, si vous pouvez donner quelques conseils à cette population qui nous a suivis sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. Voilà, sur cette population qui nous a suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ça? Je ne sais pas, soit la façon dont ils doivent se comporter, je ne sais pas, un mot de la fin et quelques conseils pour eux. Alors, par rapport aux conseils concernant cette maladie, je voudrais dire à la population que l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est une maladie fréquente chez l'homme âgé. C'est une maladie qui peut coexister avec le cancer de la prostate. Les deux peuvent coexister ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperplasie bénigne de la prostate ne peut jamais dégénérer en cancer de la prostate. Donc il ne faut pas avoir peur. Si vous avez une hyperplasie bénigne de la prostate, elle ne va pas dégénérer en cancer de la prostate. Alors, par rapport au conseil, toujours dans le cadre de cette maladie, il faut savoir agir à temps. Il faut savoir agir à temps, c'est-à-dire lorsque vous avez un homme âgé qui présente déjà des difficultés pour uriner ou soit qui urine fréquemment, il faut consulter le médecin. Et ici, le médecin spécialiste qu'il faut consulter, c'est l'urologue. C'est l'urologue qu'il faut consulter parce que c'est celui qui est spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Et en dehors de ça, il faut avoir une hygiène de vie, saine. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport à l'élément primordial, c'est lorsque vous avez ces signes, les signes du bas appareil urinaire, il faut consulter le spécialiste, donc l'urologue, qui va vous examiner, qui va demander des examens paracliniques, qui va demander des examens complémentaires pour soit confirmer cette maladie, soit infirmer cette maladie et soit évaluer le retentissement de cette maladie et qui va vous proposer un traitement qui peut être médical ou chirurgical. Mais parfois même on peut assister à une abstention thérapeutique lorsque les symptômes du bas appareil urinaire ne gênent pas la qualité de vie. Et par rapport à ça, il y a un score. Généralement on donne aux patients, on va donner aux patients un questionnaire qu'on appelle le score international des symptômes du prostatisme. Le prostatisme n'est rien d'autre que ces symptômes du bas appareil urinaire. Ce patient va remplir ce questionnaire et c'est un score qui est composé de 7 questions cotées de 0 à 5 et on aura un score de 0 à 35. Ce score va permettre d'orienter le traitement. Voilà pourquoi on va classifier même les patients en 3 groupes. On aura des patients qui ont peu de symptômes, qui sont peu symptomatiques, des patients qui ont une symptomatologie modérée et des patients qui ont une symptomatologie sévère. Donc c'est un peu ça. Voilà, comme nous sommes vraiment à la fin et que nous sommes en train de chuter, si vous pouvez donner quelques appréciations par rapport à notre émission et notre plateau qui nous a réussi.
Je remercie d'abord vous, le présentateur et l'initiateur de cette émission. Je remercie l'équipe technique qui se promonte pour la qualité de l'émission, l'organisation de l'émission et tout. Et je vous encourage parce que nous avons choisi ce métier, cette profession qui est la médecine pour traiter les personnes souffrant, personnes qui ont des problèmes de santé. Ces problèmes de santé ne se traitent pas seulement à l'hôpital. Comme je le répète toujours, la meilleure médecine, c'est la prévention. Et cette prévention passe toujours par l'éducation sanitaire. Vous n'allez, si vous persévérez dans l'éducation sanitaire, vous allez diminuer l'incidence de plusieurs maladies dans le monde. Voilà pourquoi il est toujours important d'informer la population sur différentes pathologies courantes dans nos milieux ou soit dans le monde entier. Donc, encore une fois de plus, je vous félicite et courage pour la suite. Nous n'hésiterons pas de venir toujours, de répondre à vos invitations par rapport à d'autres sujets, par rapport à d'autres activités. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Un grand merci à vous. Et nous croyons que ces conseils ont été bénéfiques pour la population parce que déjà, ça a été bénéfique pour moi. Je le crois que ça a été pour la population. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin. Nous vous disons merci de rester chez vous à la maison en train de nous suivre ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de notre émission La médecine pour tous. Nous avons reçu le médecin stagiaire Yanis avec qui on a parlé et vous avez vraiment bénéficié. C'est un plaisir pour nous de vous servir, c'est un plaisir pour nous de vous affermir, c'est un plaisir pour nous de vous informer. Nous allons nous retrouver prochainement ici encore pour une nouvelle émission. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu possible cette émission et mon équipe technique assurée par Luther Lupeta. Nous allons nous retrouver prochainement. Si vous avez besoin de nous parler, nos numéros sont notés en bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler, nous allons répondre. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur toutes les plateformes de communication, sur TikTok, sur Twitter. Écrivez-nous, le plateau de Pacemaker est disponible pour répondre à vos questions. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission, un nouveau invité et un nouveau sujet. Evi Télévision, la chaîne événementielle, nous te remettons l'antenne.